Et maintenant à Monsieur Philippe Bonnecarrère pour le groupe Union centriste et pour 8 minutes. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président, mes chers collègues, la décision de l'Union européenne de lancer un plan de relance était apparue à chacune et à chacun comme une décision majeure qui permettait, dans un moment difficile, de retrouver une confiance dans la construction européenne. Les conditions de ratification qui ont été particulièrement laborieuses avec les discussions sur la conditionnalité au regard des droits de l'homme ont laissé beaucoup d'entre nous perplexes et je dois donc saluer la ratification maintenant par l'intégralité des pays avec le 27 mai dernier, la ratification par l'Autriche et la Pologne à laquelle vous avez fait référence bien entendu. Monsieur le ministre, plusieurs questions vous ont été posées sur le plan de relance. Je voudrais évoquer essentiellement, en parallèle du plan de relance, deux sujets, non pas tant les montants, les 40 milliards d'euros pour notre pays, la première tranche des 5 milliards, tout ceci nous avons bien compris. J'aimerais par contre comprendre un petit peu plus pratiquement comment va fonctionner ce déploiement au sein de notre pays. Il y a en effet une règle qui nous a été mentionnée, qui est celle tendant à éviter ce que l'on peut comprendre, toute superposition de programmes, ce qui veut dire que demain, l'Europe, ou notre pays va être amené à gérer des crédits européens qui vont venir soit du plan de relance, dit facilité pour la reprise et la résilience pour employer les termes techniques, mais va également régler les fonds de la politique de cohésion 2021-2027, voire des reliquats des fonds de cohésion de la période 2014-2020. L'expérience du Sénat et des élus locaux est assez négative quant aux difficultés de déploiement des fonds européens, en particulier sur les fonds de cohésion ou les politiques régionales. J'avoue que nous ne souhaiterions pas, Monsieur le Ministre, avoir les mêmes difficultés dans la répartition des crédits du plan de relance. En d'autres termes, comment ces fonds vont être gérés? Quelle est la capacité de notre pays et de l'Europe à assouplir les dispositifs? Nous avions beaucoup interrogé votre prédécesseur, Madame Montchalin, sur cette question. Elle s'était voulue très motrice sur cette question. Elle a eu d'autres responsabilités et je ne suis pas tout à fait certain que nous ayons eu la réponse attendue quant à la manière de faciliter les circuits de financement ou les circuits de répartition sur le plan de relance. Un second point, pour ne pas répéter ce qui a pu être dit par mes excellents collègues sur le plan de relance ainsi que les annonces concernant une fiscalité minimale mondiale. Nous en sommes actuellement que dans un projet, mais c'est vrai que l'évolution est significative. Je voudrais être sûr, Monsieur le Ministre, que ces financements ou cette fiscalité potentielle ne va pas vouloir nous être proposée deux fois. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que derrière le plan de relance, il y a bien sûr des remboursements. Et dans le cadre de ces remboursements, il nous avait été indiqué que ces remboursements devraient être fondés sur des recettes nouvelles de l'Union européenne. Et la première des recettes qui était évoquée, c'était celle de la taxation sur le numérique, la fameuse taxation des GAFAM. Or, maintenant, on nous indique que ce problème va être réglé dans le cadre du taux d'imposition minimum mondial, mais qui est présenté comme un supplément potentiel de ressources pour les différents pays. En d'autres termes, vous m'avez compris, Monsieur le Ministre, les effets financiers de ce taux minimum, soit ils nous permettront au niveau européen de contribuer au remboursement des financements en termes de relance, soit il faut raisonner sur une forme d'affectation au budget national, ils ne vont pas pouvoir servir deux fois au niveau du budget national et au niveau du budget européen dans les capacités de remboursement. Deuxième sujet que je voulais évoquer, le pass sanitaire.
Vous avez évoqué cette question dans le propos introductif. Plusieurs collègues sont intervenus à ce niveau. Bien sûr qu'il faut totalement distinguer du pass sanitaire franco-français qui doit disparaître au 30 septembre. Là, je pense que le Parlement serait assez irrité si on allait au-delà et s'il y avait un jour une confusion entre les deux modalités de pass sanitaire. Nous avons bien compris la typologie vert, orange et rouge, mais chaque fois il s'agit de comment la France va traiter l'accueil des personnes venant des pays de ces différentes catégories. Mais quid de l'inverse? Comment vont se négocier les réciprocités? Et plus pratiquement, Monsieur le Ministre, est-ce que ces réciprocités sont des réciprocités qui sont gérées par notre pays en direct, ou est-ce que c'est l'Union européenne qui, par exemple, va négocier avec les États-Unis ou la Chine les conditions de la réciprocité en matière de transport? Les familles, les particuliers, les entreprises vivent aujourd'hui assez largement à l'échelon international, au-delà des joies du tourisme, et c'est un sujet qui a une importance pratique. Je voudrais également évoquer la question de la Biélorussie, qui a également été évoquée par plusieurs de nos sujets, pour insister sur cette notion de sanction. Vous avez, dans votre propos liminaire, indiqué que le Conseil européen avait réagi rapidement et fortement en prenant des sanctions. J'avoue ne pas partager totalement votre approche. Le fait de dire que pendant un certain temps, on envisage de ne pas accueillir les avions biélorusses ou bélarusses me paraît quand même un faible niveau de sanction. Quant à sanctionner tel ou tel dirigeant de Biélorussie, c'est bien sûr des enjeux purement symboliques. Les seuls enjeux réels seraient des enjeux économiques touchant les entreprises biélorusses. Il y a une question de confiance vis-à-vis des pays baltes voisins. Et puis, Monsieur le Ministre, il y a un énorme problème de souveraineté, de droits de l'homme. Tout le monde connaît la situation dramatique qu'il y a aujourd'hui en Biélorussie sur le plan des droits de l'homme, mais quand même, le fait de détourner un avion européen, puisque c'est un avion irlandais, sur un trajet d'Athènes à Vilnius, c'est une atteinte qui me paraît extrêmement sérieuse à la souveraineté de l'Union, et la réponse qui est faite à ce jour me paraît très insuffisante, et je serais très heureux d'entendre votre sentiment à cet égard. Un mot pour terminer sur le sujet des migrations. Je ne suis pas sûr que vous ayez d'annonce à nous faire sur l'évolution du pacte migratoire. À plusieurs reprises, les collègues ont évoqué par contre la question de Frontex. Il est très difficile pour nous de comprendre exactement ce qu'il en est. Est-ce que Frontex est un magnifique outil en cours de construction d'ici 2027 avec un objectif de 10 000 gardes-frontières? Est-ce que Frontex est le nom d'une agence destinée à masquer une forme d'incapacité à traiter les questions migratoires? Est-ce que Frontex est clairement critiqué aujourd'hui, confère le rapport de la Cour des comptes de l'Union? Est-ce que ces critiques sont justifiées, pas justifiées? Doit-on comprendre qu'il y a là une véritable action de déstabilisation à partir du moment où Frontex a eu une position plus ferme entre la Turquie et la Grèce? En bref, quelle est l'analyse du gouvernement français quant à l'évolution de Frontex et quelles sont les perspectives qui seront les vôtres à cet égard? Merci, chers collègues, Monsieur le Ministre, de votre attention. Merci. Merci.